Voici la Argus 4 Pro 4K, la E1 PTZ et le nouveau Home Hub de chez Reolink qui va créer un réseau local sécurisé, mais ça donne quoi? Si on commence par la Reolink Argus 4 Pro, dans le carton on trouve une pochette avec de la documentation, la caméra en elle-même. On peut tout de suite dire qu'elle est assez massive pour le coup, mais en même temps elle entraîne quand même 2 capteurs et fonctionne sur batterie, donc ça prend forcément de la place. Ensuite, c'est une boîte avec l'ensemble des accessoires, sangle, de la visserie, le câble de charge et le support mural. Dans le carton, pour le panneau solaire associé, donc pour l'alimentation, on trouve tout de suite le panneau qui est de grande taille par rapport à celui qu'on a eu l'occasion de tester précédemment sur la chaîne. Le fil est vraiment long, on a un support mural, un adaptateur pour le port USB, la sangle et de la mousse à intégrer donc au support mural qu'on pourra visser avec ce qui est fourni. Si on fait le tour de la caméra, évidemment, on a nos 2 capteurs qui sont placés grosso modo ou probablement à 90 degrés l'un de l'autre. On va avoir des projecteurs qui se trouvent de part et d'autre. Ici, on en a 2 et un au centre. On va avoir ici le capteur donc de présence en fonction de ce qui se passe devant pour pouvoir activer la caméra sans avoir à utiliser évidemment le traitement d'image. Sur le dessous, ici, on a la trappe pour accéder au slot pour la carte micro SD qui va jusqu'à 128 Go d'après ce qu'ils mettent, mais réellement, on peut mettre plus. Le bouton pour l'allumer ou l'éteindre ou faire le reset qui se trouve ici. On va avoir le port USB-C pour pouvoir la recharger donc sur le côté droit. Sur le côté gauche, on va avoir le haut-parleur et sur l'avant, le petit trou donc pour le micro pour pouvoir échanger donc directement entre la caméra, la personne qui se trouve devant et votre téléphone. La caméra supporte le Wi-Fi 6. On a une batterie de 5000 mAh à l'intérieur, ce qui est quand même vraiment pas mal. Alors évidemment, la durée de la batterie sera en fonction de l'usage que vous en avez. Si vous utilisez plus ou moins les projecteurs, si vous restez connecté plus ou moins longtemps sur la caméra, regardez ce qui se passe, si vous échangez donc évidemment via le haut-parleur et le micro, et si vous avez le capteur donc d'activer en fonction donc de la présence de ce qui se passe autour pour pouvoir donc enregistrer les mouvements et donc l'image. Donc tout ça évidemment ça déterminera la durée de la batterie qui sera en fonction de l'usage de chacun, mais avec 5000 mAh on a quand même déjà quelque chose d'assez confortable normalement. Ensuite pour le fixer on va avoir donc ce pied qui va se fixer soit au mur soit au plafond en dévissant donc la base, on va avoir les 2 trous donc pour pouvoir le visser. Ici on a donc la petite pièce en caoutchouc qui va venir appuyer donc sur la rotule évidemment pour pouvoir la maintenir en place. Une fois que ça c'est revissé à fond, donc la rotule ne bouge plus. Donc si on le visse dans l'emplacement qui se trouve sur l'arrière de la caméra, on voit qu'on a donc différents angles sur lesquels on peut évidemment donc l'accrocher, donc soit sur un mur directement donc et orienter un petit peu dans n'importe quel sens comme on souhaite, ou accrocher au plafond. Donc ici on a un angle qui est normalement suffisant donc pour pouvoir l'accrocher et pouvoir voir je pense largement sur cette zone ici, sachant qu'on a un angle de 50 degrés ici dans la hauteur, ça devrait normalement être suffisant si vous l'attachez au plafond comme ceci. Ensuite pour l'associer on va appuyer sur le petit bouton qui se trouve en dessous pour pouvoir l'allumer. Donc là l'appareil est maintenant connecté sur le Home Hub. Donc on attend que ça s'initialise, on va changer, on va l'appeler Argus 4 Pro. On trouve notre caméra qui est déjà ajoutée donc sur le Home Hub. Donc ici on a notre champ de vision qui est vraiment très grand pour le coup. Donc si on regarde on est ici donc à 180. Alors par contre on peut voir comme vous le voyez la petite démarcation qui se trouve au milieu, parce que du coup on n'a pas réglé pour le moment la bonne distance. Donc si je vise, on va dire par là. Donc pour ça on va aller dans les paramètres, afficher, avancer, assemblement d'images. Donc là on a la distance qui va être réglée, donc nous on va viser plutôt genre 2 mètres. Est-ce que ça se met à jour au fur et à mesure? Donc là c'est le minimum, 2 mètres. Donc là maintenant, si je regarde, donc là pour la jonction elle est quand même beaucoup mieux faite maintenant. On voit plus cette ligne au milieu pour la distance, donc qui est même pas de 2 mètres ici, elle est plutôt genre d'1 mètre, 1 mètre et quelques. On peut régler donc la différence entre les deux et verticalement, donc pour la décaler de l'un par rapport à l'autre en fonction si on a un décalage. Donc là, normalement, pour l'assemblage de l'image, ce sera bon. Pour le flux vidéo, on voit qu'on a de la 4K, donc une résolution qui fait 5120 pixels donc dans ce sens-là, et 1440 dans ce sens-là, avec donc un maximum de 15 images par seconde, et un débit moyen de 2 mégabits par seconde. Et en fluide, donc on a une résolution qui est évidemment plus faible, avec un nombre d'images plus faible également. On a le mode anti-scintillement, on peut afficher le nom, la date, le filigrane. Dans avancé, on a donc l'assemblement d'images qu'on a vu juste avant.
Et ensuite, donc le réglage de luminosité, obscurité en fonction si on est en mode de couleur ou en mode noir et blanc. Le Wi-Fi sur lequel on est connecté, donc ça c'est la home base, la batterie qui nous reste, donc affiché, on vient d'y aller. L'audio, donc on peut enregistrer l'audio, donc ce qui est quand même mieux. Si vous enregistrez les vidéos, autant avoir l'audio en même temps, c'est quand même mieux. Sauf si vous voulez masquer ce qui se raconte. Configurer le volume de l'alarme, donc là moi je vais pas mettre d'alarme pour le moment. Pour la lumière, on a le projecteur LED où on peut régler donc l'intensité, donc soit en mode auto, il va calculer lui-même l'intensité lumineuse, soit en mode fermé, donc on peut l'allumer à fond, juste après ce que ça change. Donc ça c'est le paramétrage donc, de la détection qui se trouve ici sur le bas donc de la caméra par rapport au mouvement, donc avec un certain niveau de sensibilité. Donc ça permet évidemment, s'il est configuré, de pouvoir donc régler donc, les alertes, mais surtout de pouvoir envoyer donc, des notifications sur votre téléphone, vous envoyez des emails, envoyez les fichiers donc sur un FTP que vous auriez configuré. Ensuite, on a la sirène donc en fonction des mouvements qui sont détectés donc en local sur la caméra ou les sirènes directement sur le Home Hub qu'on va tester donc juste après. Ensuite, vous avez toujours la possibilité de faire des timelapses comme c'est souvent le cas pour les caméras Reolink et en avancée, on a juste l'option de pouvoir redémarrer. Donc si on retourne ici sur le menu, donc on peut voir ici qu'on peut allumer déjà la lampe torche. Donc on voit que c'est éclairé donc de part et d'autre, plus sur la partie centrale. Donc on peut l'éteindre. Donc on va pouvoir parler en mode conversation si on souhaite avec la personne qui se trouve en face ou faire lecture donc pour pouvoir aller voir les fichiers qui ont été enregistrés. Donc ici j'ai pas de carte mais par contre il est associé sur le Home Hub qui lui enregistre de son côté. Donc là on a vu à peu près l'ensemble des paramètres qui sont disponibles sur la caméra et par contre si on regarde donc en plein écran on voit qu'on a quand même une résolution vraiment sympa. Donc on voit un petit décalage ici sur le bas parce qu'en fait on est vraiment trop près pour lui. Donc il faut viser quand même une certaine distance pour ne plus voir cette jointure et qu'elle soit quand même bien calculée. Donc on voit qu'on a peut-être un très léger décalage ici donc au niveau des tiroirs, mais globalement c'est quand même pas grand chose. Et par contre en termes de résolution, donc on a nos 4K qui sont dispo j'allais dire, et franchement point de vue résolution c'est quand même vraiment pas mal. Alors là on voit un tout petit peu encore ce décalage ici au niveau du hot end, donc qui est visible si on se rapproche. Là il fait la jointure et il rajoute l'autre. Donc là il faut vraiment quand même zoomer pour le voir. Concernant le panneau solaire, maintenant il est vraiment de très grande taille pour le coup. Si on compare rapidement à celui qu'on avait reçu précédemment, on peut voir que point de vue taille ça n'a vraiment rien à voir. Si on le met par dessus, donc on voit qu'on a, je sais pas, peut-être pas multiplié par 2, mais au moins rajouté 50%, 60% peut-être de couverture en plus. Donc ici, on peut voir qu'on avait précédemment 3,2 watts ici, et que maintenant on a 5,8 watts donc pour cette version 2 du panneau, qui est donc nettement plus grande par rapport au précédent. Pour l'usage précédemment, on était en micro USB, et maintenant on passe en USB-C, ce qui est quand même le plus courant actuellement donc sur les caméras. On va avoir un fil qui est vraiment très long pour le coup, mais on pourra quand même continuer de se connecter donc aux caméras en micro USB, donc comme on le voit ici avec l'USB-C qui va se mettre ici, évidemment pour pouvoir faire la jonction entre les deux avec quelque chose qui est quand même étanche, donc ça c'est plutôt cool. Ici on a la mousse qui va pouvoir se mettre, donc comme on l'avait vu, derrière le pied, donc qui va s'attacher donc sur le mur. Donc ici pour pouvoir, pas forcément protéger, mais éviter je pense déjà les vibrations. Donc on a quelque chose qui est relativement loin et qui pourra prendre évidemment un petit peu le vent. Donc si on tourne ici, on peut desserrer et mettre l'orientation donc du panneau solaire comme on le souhaite. Donc ici on a quelque chose qui va pouvoir produire donc plus d'électricité parce qu'on va quand même devoir recharger nos 5000 mAh sur notre Argus 4 Pro. Donc forcément ça va avoir besoin d'un petit peu de puissance. Alors ce qu'ils mettent comme stat sur le site, c'est 10 minutes de charge a priori complète, donc je pense que c'est vraiment si on a un ensoleillement énorme, permet de faire fonctionner la caméra pendant 24 heures. Alors évidemment, ça dépend de l'usage qu'on en a, de ce qu'elle détecte, si on met les projecteurs ou quoi. Donc évidemment, il faut prendre ça, toujours ça avec des pincettes. Mais par contre, vu la taille du panneau, si on produit réellement donc, nos 6 watts, donc quasiment au maximum, je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose de très intéressant. Ensuite, le truc que j'aurais bien voulu qu'il fasse un petit peu différemment sur cette caméra, en fait, c'est la base. Parce qu'ici, on a quelque chose qui est, donc évidemment, l'ouverture pour accéder, donc comme on l'a vu, au port micro SD et au bouton. Mais par contre, eh ben, c'est pas très lisse. Donc du coup, quand on la pose, bah, c'est pas très stable. Surtout qu'elle est quand même assez proéminente plutôt sur l'avant. Et que du coup, bah, son centre de gravité, même si elle revient quand même assez rapidement vers l'arrière, mais par contre, au bout d'un certain angle, elle finit quand même par tomber. Et bon, c'est toujours pas très stable, je trouve.
Et ça, c'est un petit peu dommage, surtout qu'on aurait peut-être pu avoir quelque chose qui puisse, je sais pas moi, s'orienter, donc la poser assez facilement. Ici, on a quelque chose qui est quand même plutôt fait pour l'extérieur, même si moi j'utiliserais quand même globalement de manière aussi nomade à l'intérieur pour la poser un petit peu partout, donc pour filmer même temporairement un endroit et l'enlever donc une fois qu'on a terminé. Donc là pour tester en faible luminosité donc la caméra, je vous montre à peu près ce que je vois moi actuellement. Donc ici j'ai réglé vraiment l'appareil photo sur à peu près la luminosité que je vois actuellement, donc avec l'écran de PC qui est allumé à côté et ce que voit la caméra à côté. Franchement, il y a déjà une bonne différence entre les deux. Et là, je vais me déplacer pour aller éteindre donc l'écran. Alors, par rapport à ce que voit l'appareil photo, je dirais que je vois peut-être un petit peu plus. Donc, je vais augmenter ça. Ouais, je dirais que je vois à peu près ça. Donc, vous voyez les blocs ACE qui se trouvent sur l'arrière. Moi, je vois 2 blocs noirs parce qu'en fait, je vois juste donc la poignée qui se réfléchit un peu en argenté, mais je vois vraiment que 2 blocs noirs. Et avec la caméra, on voit franchement comme en plein jour, on voit même la couleur des bobines à l'intérieur. Et c'est fou. Franchement, on voit vraiment, mais trop bien de nuit. Comme s'il y avait la lumière qui était allumée. Alors en fait, il y a un tout petit trou qui se trouve en bas des volets donc pour mon aération. Mais sinon, franchement, je vois absolument pas ce qu'elle voit. Donc elle voit tout en couleur. Moi, sur le bureau, je vois rien du tout. Elle voit tous les trucs blancs, orange et tout. Le cactus qui se trouve sur la gauche, je vois vaguement une forme noire, mais absolument pas autant qu'elle. Et franchement, en basse lumière, il commence à faire vraiment des progrès assez impressionnants. Et on voit vraiment très bien pour le coup. Donc ça, c'est vraiment le point qui m'a, je pense, le plus bluffé sur cette caméra. Si on passe maintenant à la caméra E1 Outdoor PoE, dans le carton, on trouve toujours une petite pochette avec de la documentation, le support qui permettra de la fixer au mur, le câble Ethernet avec un embout pour étancher la connexion, la vitrine et enfin la caméra E1 Outdoor qui est déjà de bonne taille également. On a donc cette caméra qui est en PTZ, donc pan, tilt et zoom. Donc pan, ça veut dire que ça va pouvoir donc tourner de gauche à droite. Tilt, ça va pouvoir se monter et descendre. Et ensuite, on a donc le zoom qui se trouve évidemment à l'intérieur. Comme raccord, on va avoir ici donc le port Ethernet qui est derrière ce raccord et le port donc pour pouvoir alimenter la caméra si jamais on n'a pas d'alimentation directement en Ethernet, comme on a une caméra qui est PoE, donc Power over Internet, donc qui peut être alimentée directement par le câble Ethernet, ce qui est quand même plutôt pratique pour n'avoir du coup qu'un seul câble. Donc ici on va avoir évidemment donc des LED pour pouvoir éclairer. On peut retrouver donc ici le micro pour enregistrer ce qui se passe autour. Si on fait monter la caméra, on peut retrouver un petit slot micro SD ici et un petit bouton pour faire le reset si on le souhaite donc de la caméra. Donc on referme tout ça qui est bien ajusté et qui ne laisse pas passer évidemment l'eau et la poussière, ce qui est quand même l'essentiel. Donc en dessous on va avoir la tâche pour pouvoir fixer la caméra. Et sur l'arrière, on retrouve le haut-parleur donc pour pouvoir parler et donc échanger directement avec la personne qui se trouve devant la caméra. Concernant la tâche ici, on va venir donc visser la caméra ici et on va pouvoir libérer donc cette partie-ci. Donc je pense soit on attache ça directement donc au mur si on veut fixer donc la caméra dans ce sens-ci et pouvoir donc viser plutôt vers le bas. Peut-être même au plafond si on le souhaite directement. Mais après, si vous la fixez au mur, le but c'est quand même plutôt d'utiliser donc cette attache avec ces deux vis qui se trouvent ici, de remettre la petite plaque à l'intérieur en tournant ici et c'est verrouillé. Donc la caméra restera évidemment fixée donc dans ce sens-ci, si vous préférez, donc viser plutôt vers le bas. Ou si vous l'utilisez tout simplement posé quelque part, et ben c'est aussi possible pour pouvoir donc l'utiliser comme une caméra assez classique. On posait éventuellement dans un coin de meuble sur un salon ou en hauteur. Là vous aurez normalement déjà un champ de vision assez grand si vous le mettez en haut d'une armoire ou quelque chose comme ça. Concernant les ports, sur certaines autres caméras, on trouve, j'allais dire, un raccord un peu comme celui-ci, pas pour l'alimenter, mais avec un petit bouton reset qui se trouve à l'intérieur. Ici, il faudra donc vraiment accéder sous la caméra pour pouvoir la reset, donc comme on l'a vu, avec la petite prise qui se trouve ici. Donc on va simplement appuyer dans le petit trou pour pouvoir la reset à distance. Donc pour la raccorder, ici, je vais utiliser donc un chargeur quand même 12 volts parce que je suis sur un switch où j'ai plus de ports disponibles pour le PoE. Donc du coup, je vais prendre un chargeur au moins temporairement. Et donc je vais raccorder le port Ethernet à côté pour pouvoir commencer à utiliser la caméra qui devrait s'initialiser normalement. Donc déjà on a le petit voyant donc qui s'allume sur le dessus et normalement elle va essayer donc de régler son origine en allant en butée donc vers le bas et ensuite vers la gauche et la droite. Donc on a maintenant la caméra qui est ajoutée, on peut faire afficher. Donc ici j'ai retourné l'axe horizontal et l'axe vertical parce que la caméra était à l'envers. En fait elle est généralement plutôt utilisée la tête en bas que j'allais dire la tête en haut.
Ensuite, on a les flux, donc on est toujours en 4K donc pour cette caméra, avec une résolution ici de 3840 par 2160 avec 25 images par seconde maximum et un débit ici moyen de 6 mégabits par seconde. Et ensuite, on a donc une résolution plus faible. Ici, on a quelque chose de nouveau, mode de fréquence d'image utilisé en mode auto, assurer la clarté constante ou graduelle. Donc on va laisser graduelle plutôt comme utilisation donc, du nombre d'images par seconde. Ici, on a donc le mode jour-nuit. Donc on a le mode couleur comme c'est le cas ici, et le mode noir et blanc où on passe évidemment en infrarouge. Donc on va garder le mode auto. On peut retirer le filigrane de Reolink sur la caméra. Dans avancé, on va avoir seuil de passage noir et blanc. Donc ça, c'est plutôt en fonction donc, du seuil de luminosité. Donc si on veut que ça switch plus rapidement ou non. Donc ça dépend vraiment de l'environnement dans lequel se trouve la caméra. Et ensuite, donc, on va pouvoir régler toujours luminosité et donc plutôt ce que je pense les gammas. Donc en mode couleur, noir-blanc ou en mode nuit en couleur. Donc ici, on va aller ensuite dans audio. Donc là, c'est pour utiliser l'audio ou le haut-parleur. Donc là, vous le réglez un peu comme vous le souhaitez. La lumière, donc ça, c'est pour la petite LED donc, qui se trouve sur le dessus, comme on l'a vu. Juste ici. Donc là, pas forcément besoin de l'allumer. Donc là, si je l'allume, je l'éteins. Ensuite, on a le projecteur LED, donc mode intelligent en nuit ou fermé. Donc ça, on peut laisser ce mode-là pour tester juste après, en milieu plus sombre, on va dire. On a le suivi automatique qui est disponible ici, donc pour suivre évidemment donc, les gens qui peut commencer à rencontrer. Donc là, la caméra va évidemment chercher s'il y a quelqu'un, et dès qu'elle a accroché quelque chose, elle commence à le suivre, pour suivre évidemment son déplacement, donc de gauche à droite, de haut en bas. Et même zoomer, il me semble. Alerte de détection, donc là, c'est toujours donc fonction de la zone. Donc vous voulez peut-être vous dire, bah ici, j'ai pas du tout envie de détecter ce qui va bouger ici ou genre ici. Et puis vous sauvegardez comme ça, et puis lui va chercher uniquement du mouvement, donc là où il n'y a pas de zone grise. Donc on a le délai donc d'alarme, donc pour vous donner un petit peu de temps pour bouger si vous passez devant. Les dimensions de l'objet, minimale ou maximale. Donc enregistrement sur la caméra, vous pouvez toujours le cocher, de toute façon s'il n'y a pas de carte, il ne va pas enregistrer évidemment. Ensuite vous pouvez donc être notifié sur l'application donc en push, l'envoi donc d'email si vous le configurez, envoi FTP si vous le configurez également, la sirène si vous voulez que ça sorte donc en local, voir s'il y a d'autres dispositifs qui sont liés, donc d'autres caméras. Ensuite vous pouvez toujours faire des timelapses si vous le souhaitez. Et dans avancé, on aura donc gestion des utilisateurs pour ajouter éventuellement des gens et la configuration de la date et de l'heure. Donc si on retourne ici, on a donc le projecteur ici qui va s'allumer. Donc on retrouve les 4 LED donc, qui se trouvent ici sur le bas de la caméra. Donc qui éclaire plutôt pas mal pour le coup. Donc là j'ai éteint les lumières, donc j'ai plus de lumière donc, dans le studio. Et si j'éteins, pour voir ce que ça donne en mode donc infrarouge, qui n'est pas dispo donc sur la 4 Pro qu'on a vu juste avant, la Argus 4 Pro. Donc on n'a pas de vision infrarouge. Ici il repasse en couleur ou en noir et blanc quand il souhaite, donc en fonction de la luminosité, donc comme on l'a vu juste avant, en fonction de comment c'est configuré. Donc ici on va pouvoir parler donc avec la personne qui se trouve en face, et on va pouvoir faire donc évidemment PTZ, donc tourner directement avec l'objectif, donc monter, descendre, le réglage du focus, donc ça c'est dès qu'on commence à zoomer, on peut avoir besoin de régler donc le focus. Donc là on commence à zoomer, et une fois qu'il a fini d'arrêter son zoom, il fait la mise au point, donc lui automatiquement, en fonction de ce qu'il voit en face. Donc on a un zoom relativement faible ici, mais qui est toujours intéressant si on veut zoomer sur une partie et avoir donc ces 4K de résolution utilisés pleinement. Sur le PTZ, on peut donc mettre un point de garde sur lequel il va revenir, des points de réglage, donc en fonction de ce que vous voyez. Je sais pas, moi, vous voulez voir l'imprimante qui se trouve à gauche, l'imprimante qui se trouve à droite, bah, vous mettez les deux boutons, puis vous switchez de l'une à l'autre, et puis il va se déplacer automatiquement. Donc on peut se mettre en résolution haute, si vous voulez regarder ce que ça donne. Donc là, franchement, en 4K, on peut vraiment zoomer pas mal, et c'est vraiment très net avec le réglage du focus quand il est bien fait. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette E1 Outdoor PoE, donc alimenté directement en Ethernet si on le souhaite, donc uniquement un seul câble, ce qui est quand même plutôt pratique. Ensuite, voici le nouveau Home Hub de chez Reolink. On trouve plusieurs cartons dans la boîte avec de la documentation. Le premier, ce sera le câble Ethernet avec le bloc d'alimentation côté secteur. Et l'autre boîte, c'est le Home Hub en lui-même. Donc pour le Home Hub de chez Reolink, on a un design qui est quand même plutôt sympa. Donc à peu près tout se ressemble aujourd'hui. Donc soit c'est un petit routeur, soit c'est un mini
purificateur d'air, soit un diffuseur, je sais pas. Ils ont tous à peu près le même design. Donc ici, on va voir le patin donc antidérapant sur le dessous, ce qui est quand même plutôt pratique pour éviter que ça ne bouge de trop. Donc en fonction de là où vous le mettez sur un meuble. D'ailleurs, à ce sujet-là, le câble Ethernet est un petit peu court. Si vous voulez le poser, donc j'allais dire à peu près à n'importe quel endroit dans votre domicile, il faudra quand même probablement utiliser un câble un petit peu plus long pour aller jusqu'au routeur. Ensuite, pour l'utiliser, derrière, ici, on trouve donc évidemment l'emplacement avec le haut-parleur qui fera aussi office de sirène, donc d'alarme. En fonction de ce que captent donc les caméras, ça pourra sonner ici en plus de sur la caméra. On a 2 slots de carte micro SD, donc comme ceci, ici j'ai 256, mais on peut mettre jusqu'à 512 x 2, donc ça ferait 1 Tera de stockage au total. Sachant que le Home Hub, lui, est connecté en Ethernet sur votre réseau local, donc de votre domicile. Les caméras que vous utilisez, donc que ce soit en Wi-Fi ou en filaire, pourront être connectées soit à votre réseau, soit directement sur la machine, pour le cas évidemment de ceux qui sont en Wi-Fi, et ceux en filaire passeront par le réseau de votre domicile. On peut connecter jusqu'à 8 caméras, ce qui est quand même plutôt pas mal. Évidemment, avec le Tera de stockage, ça pourrait être assez limité, parce que moi je mets généralement 256 Go par caméra, donc ça ferait plutôt le stockage de 4 caméras si je veux que ce soit recopié donc intégralement ici. Sinon j'aurai probablement que la moitié des enregistrements qui seront disponibles en local sur le boîtier. Les fichiers sont stockés en clair de base sur la machine, mais vous pourrez choisir d'activer le chiffrement donc des fichiers sur les cartes micro SD. Donc l'enregistrement pourra se faire via le réseau de chez vous, même si vous n'avez pas d'internet, évidemment toujours si c'est connecté, donc entre les caméras, qu'il y a toujours une liaison qui est disponible. Lui pourra continuer d'enregistrer, même si internet est coupé. Et dans ce cas-là, vous pourrez quand même du coup accéder à vos images et à vos caméras, donc via ce boîtier. Ensuite, comme on l'a vu sur l'arrière, on a donc un haut-parleur qui peut aussi faire sirène, donc pour l'utiliser avec vos caméras, donc comme système d'alarme pour chez vous, avec une alarme qui devrait normalement déranger au moins un minima les potentiels voleurs qui pourraient s'introduire chez vous. Ensuite, il propose d'avoir éventuellement un summary, donc un résumé de ce qui peut se passer donc chez vous, donc avec les différents types d'alertes. Vous pourrez ajouter différents utilisateurs pour accéder donc à l'appareil. Et vous pourrez retrouver toujours vos timelapses. Si on va maintenant faire un tour sur l'application, on retrouve en fait nos caméras ici dans une sorte de dossier comme si c'était une seule caméra. On a donc notre Home Hub qui se trouve ici, donc avec notre Argus 4 Pro en bas et notre RLC 823A 16X que j'ai ajouté. Donc c'est ici qu'on pourra gérer donc pour supprimer les caméras qu'on utilise. Donc ici on va retrouver donc le stockage, la capacité. Ici on a 70 Go à peu près d'enregistrés sur les 460. On va pouvoir donc créer un réseau local en Wi-Fi en 5 GHz et 2,4 GHz pour pouvoir connecter donc directement les caméras dessus. Pour gérer l'audio, on pourra gérer évidemment le volume des notifications et des alarmes. On va pouvoir allumer ou non évidemment l'éclairage qui se trouve sur le devant. Donc c'est plutôt discret hein, de toute manière, c'est pas franchement violent, mais on peut le couper, ce n'est pas forcément utile. Ensuite, on va avoir donc la configuration des notifications push comme c'est le cas sur les caméras. Donc aussi par mail et par FTP pour l'envoi des fichiers, en plus du stockage en local. Donc ici on a le stockage sur nos 2 cartes micro SD, donc on voit qu'on utilise principalement la fente supérieure et ensuite inférieure, et ensuite évidemment il écrit en boucle et il tourne donc sur les 2 cartes pour pouvoir utiliser donc le réseau. Donc ici on va retrouver évidemment tous les événements qui se sont passés donc sur notre caméra avec les mouvements qu'on a pu enregistrer. Donc là on peut souhaiter chiffrer nos fichiers si c'est pour un système de sécurité chez vous évidemment. Donc plutôt que quelqu'un se barre avec les cartes micro SD qui se trouvent derrière avec vos fichiers en clair, là s'ils sont chiffrés, bah, ils auront la carte mais c'est tout. Ils pourront éventuellement je pense de toute façon la formater pour l'utiliser pour autre chose mais ça s'arrêtera là, ils pourront pas lire les vidéos. Ensuite, les points que je verrai quand même à améliorer, ou en tout cas qui correspondent pas forcément à l'usage que j'aurais pu en avoir, c'est le Home Hub. En fait, une fois qu'on a associé donc les caméras sur le Home Hub, déjà elles restent associées à ce Home Hub, elles n'en sortent pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, si vous avez plus d'électricité ou que votre port Ethernet ne fonctionne pas donc sur votre Home Hub, vous n'aurez pas accès à vos caméras depuis l'extérieur, même si elles sont raccordées au réseau et pourraient passer par Internet. Ben, vous n'y aurez plus accès, et ça a été quand même une mésaventure 2-3 fois pour moi, où je me suis dit, tiens, je vais surveiller mon impression à distance, j'ai pas accès à la caméra, je me dis, il n'y a plus d'électricité, et puis là, en fait, je me rappelle que j'avais débranché le Home Hub pour brancher un autre truc, parce que j'ai pas assez de prise, ou des trucs dans le style, même pour les ports Ethernet,
Donc forcément, du coup, c'était un petit peu frustrant, on va dire, de cette partie-là. Et ensuite, second point, c'est qu'en fait, si vous voulez utiliser de nouveau la caméra hors utilisation Home Hub, donc elle se connecte directement à Internet et probablement au serveur de Reolink pour pouvoir être retrouvée, en fait, là, il faudra réinitialiser votre caméra, sinon vous n'y aurez plus accès. Donc si vous la supprimez, peut-être même par mégarde, à votre Home Hub, vous ne pourrez pas y accéder à côté, il faudra aller physiquement dessus pour appuyer sur le bouton Reset pour pouvoir la réassocier et donc y avoir de nouveau accès. Alors avec la Argus 4 Pro, on a une caméra qui peut fonctionner en extérieur alimentée par son panneau solaire ou alors en intérieur et que l'on peut poser évidemment un petit peu n'importe où, même pour surveiller donc temporairement quelque chose qui est quand même plutôt pratique. En tout cas, moi j'utilise pas mal dans ce cadre-là. En plus, les qualités de l'image avec une basse luminosité permet de fonctionner à peu près n'importe quand. L'AE1 Outdoor PoE permet de tourner, zoomer n'importe où avec une bonne qualité d'image également. Le Home Hub sera pour des usages un petit peu plus spécifiques qu'il faudra bien valider en fonction de votre besoin. Et bien sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!